tous ceux de 20 ans ne peuvent que connaître. C'est qu'à cet âge-là, on dégaine le bras très vite afin de mettre la main près de l'épaule. Et avec un air drôle, se payer les élites. Et plus elles sont connues, plus elles le méritent, plus les bras sont tendus. La quenelle, ce qui veut dire prends dans ton cul. La quenelle, tout est mensonge, on n'en veut plus. Quenelle dans ton cul, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Donc voilà, cette vidéo, c'est ma façon à moi de dire mon ras-le-bol sur toi, sur Sarkozy, sur le Parti Socialiste, sur l'UMP, la droite, la gauche. Et donc voilà, je me présente d'abord, je m'appelle Laurent Radovac. Et j'ai fait cette vidéo parce que voilà, je pensais qu'on allait m'aider, mais finalement non. En octobre 2013, je t'ai écrit, François Hollande, une lettre où j'avais écrit que j'avais mis en vente mes organes. Ce que tu as fait, toi, c'est faire une demande d'enquête d'État sur moi. Donc, pas de problème. J'ai dit, c'est bien. Le type va m'aider, je vais m'en sortir. Le problème, c'est que en décembre 2013, je t'ai fait transmettre cette lettre d'une association qui dit qu'il y a un grave problème et que normalement je devrais me faire soigner, sinon ça risque d'être trop tard. Et depuis que j'ai transmis cette lettre, j'ai aucune nouvelle de toi, ni par écrit, ni par téléphone. Donc voilà. Donc pour ceux qui voudront dire que je suis antisémite parce que je fais une quenelle, je leur dis allez juste à la fin de la vidéo, vous verrez pourquoi je fais cette quenelle. Et vous verrez que très peu de personnes auraient supporté tout ce que j'ai supporté depuis plus de 10 ans. Si vous cherchez à me faire perdre mon travail, je vous dis juste une chose, j'ai pas de travail. Ça fait 10 ans que je me bats pour être soigné, pour retrouver une vie normale et j'y arrive pas. Donc voilà. Je voudrais également dire une chose, François Hollande, franchement, t'as pas eu de temps pour moi, mais du temps t'en as eu pour t'acharner sur Dieudonné. Donc j'ai enchaîné moi pour comprendre cet acharnement, j'ai enchaîné les vidéos. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu te fous de notre gueule. Dieudonné se moque de toutes les religions et se moque même des politiques. Ce qu'il fait, c'est que ça te dérange peut-être, toi et tes amis, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous manipulent. Et j'aurais donc dire une chose, cette fois-ci pour les européennes, j'ai voté Front National. En 2008, j'avais voté Nicolas Sarkozy en pensant qu'il était différent, en pensant qu'il allait m'aider, finalement il n'a rien fait. En 2012, j'ai voté pour toi en pensant que tu étais différent et que tu allais m'aider, finalement tu n'as rien fait. Et cette fois-ci, j'ai voté Front National. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que Marine Le Pen propose une chose de très importante, c'est de revenir sur la loi de 1973. Cette loi, cette loi permettrait plutôt de ne pas payer l'intérêt sur la dette, ce qui permettrait à la France de finalement agir pour le peuple et non pas remplir les poches des banquiers, ceux-là même qui ont créé la crise et dont Sarkozy a sauvé le cul. Donc c'est vrai, Sarkozy a sauvé les banques. Guénaud prétend que Sarkozy a sauvé la démocratie, la France, l'Europe, le monde, mais Sarkozy il a sauvé juste ses amis. Sarkozy aujourd'hui touche 300 000 € pour raconter une heure de conneries dans ses conférences à ses amis banquiers.
Et moi je dis, Français, Françaises, ne croyez pas les socialistes, ne croyez pas la droite de l'UMP. Tout ce qu'ils font, c'est se foutre de notre gueule. Agir pour le peuple qui souffre, non. Et tout ce qu'ils font, c'est agir pour les lobbies. Et donc, moi, je dis, je voterai plus jamais ni la droite ni la gauche. Je voterai maintenant à chaque fois Front National. Pour une simple raison, c'est que je crois plus en vous. Et maintenant, étant donné que c'était en 2004, le bureau du procureur m'avait dit que j'aurais des droits une fois décédé. Le préfet de 2004 et le conseil d'État de 2004 m'ont dit également que Zidane avait droit aux soins du fait qu'il valait plusieurs millions. Les assassins vendeurs de drogue avaient droit aux soins du fait que c'était la loi et que moi c'était différent. Donc maintenant, aujourd'hui, je décide de vous dire d'aller tous vous faire enculer, que ce soit le Parti Socialiste, l'UMP, Nicolas Sarkozy, François Hollande, le tribunal administratif, les HCL, mais afin d'augmenter on va dire ma petite cagnotte, puisque mon but aujourd'hui c'est de devenir millionnaire en quelques minutes. Comme j'arrive pas à gagner au loto, donc ma seule solution c'est de devenir millionnaire à ma façon, comme ça. Donc pour augmenter ma cagnotte, je vais dire aussi à l'ensemble des députés européens de gauche, de droite qui nous manipulent afin de nous imposer une politique qui n'est pas pour le peuple mais qui est pour les lobbies qui nous dirigent derrière. Je dis à l'ensemble des députés européens de droite, de gauche d'aller tous vous faire enculer également. Et donc je finis cette vidéo en enchaînant plusieurs extraits de reportages sur la promesse de François Hollande de se battre contre le monde de la finance, sur Monsieur Attali qui explique qu'il faut payer la dette, que la dette sera c'est la dette du peuple puisque c'est nous qui avons élu ces personnes et que la dette c'est comme ça, faut la payer. Il y a également un morceau avec Mélenchon qui menace de ne pas payer la dette et que M. Jacques Attali explique que si on ne paye pas la dette, c'est la guerre. Donc je me suis rendu compte en enchaînant les vidéos, c'est que les politiques nous font peur. Tout ce qu'ils font, c'est de nous manipuler pour nous diviser. Ce qui leur fait peur, c'est qu'un jour le peuple s'unisse comme les Islandais l'ont fait, afin de leur mettre un coup de pied au cul. Les Islandais, ce qu'ils ont fait, c'est s'unir, faire démissionner le gouvernement et faire en sorte de modifier les lois afin que plus jamais une crise pareille ne se reproduise. Faire en sorte que le peuple reprenne le contrôle de leur avenir. Et maintenant, je veux dire à ces politiques, si vous voulez vraiment que les Français votent pour vous, pourquoi vous ne proposez pas ce que la gamine de 12 ans propose? Cette gamine explique que la dette, c'est ce qui a fait que, on va dire, la dette, les intérêts de la dette, c'est ce qui a fait augmenter cette dette jusqu'à un point où on ne peut plus s'en sortir. Donc la solution, ce serait de revenir cette loi, comme je dis, sur la loi de 73, et la seule qui propose ça, c'est Marine Le Pen. Donc moi, j'ai voté Marine Le Pen et je voterai maintenant à chaque fois pour des politiques qui agiront pour l'intérêt du pays. Maintenant, voilà. Je termine et je te dis, François Hollande, que neige dans ton cul et à bientôt peut-être. Mais j'espère une petite réponse par courrier ou par téléphone, sinon j'ai qu'une chose à te dire, va te faire enculer. Toi, Sarkozy, je recommence aussi l'UMP et la droite de gauche de l'Union européenne. Voilà.
je te fais fermer ta gueule et je te la fous dans ton cul. Tu vois, dans ton cul, dans ta gueule, vote pour moi, je te la mets dans ta gueule et je te la fous dans le cul. Voilà. Nous sommes de gauche, on ne peut pas. Hein? Maintenant, le changement, c'est maintenant. Hein? Non. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. L'euro survivra-t-il à la tourmente? L'euro disparaîtra si nous ne sommes pas capables de mettre en place un fédéralisme budgétaire, avec un impôt européen et des bons du Trésor européen. J'espère vraiment qu'il y aura une grave crise de l'euro que je souhaite, non pas parce que je souhaite le pire, mais parce que je pense que ce n'est que dans une crise que les dirigeants européens finiront par cesser de dire tout va bien, en espérant simplement que la catastrophe arrivera après la fin de leur mandat. Mais quand les démocraties s'endettent, il faut en payer le prix, c'est-à-dire il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originelles. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. De quelle manière peut-on solder une dette de cette importance? Par la croissance, par la guerre, par l'inflation. Voilà. Voilà les trois façons. Et vous oubliez un cas. C'est curieux, vous ne l'avez pas prévu. Rembourser, en faisant une politique d'austérité. C'est ce qu'ils font. Non. Si la crise dure, c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et vous, Jacques Attali, vous le savez comme moi. Il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Ni vous ni moi ne la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Vous préférez l'inflation ou la mort? Je préfère l'inflation. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Alors, jamais. Comment fait-on à échelle européenne pour y parvenir? J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue. Mais vous savez, monsieur Attali... C'est une menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible. Et alors, monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire, évidemment. C'est une arme posthume. Mais elle fait réfléchir tous ceux qui voudraient nous agresser. C'est une arme suicidaire, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Non, c'est parce que les autres n'attaquent pas. Trouver l'argent, il me suffit d'aller prendre n'importe laquelle des banques françaises et de lui faire un emprunt forcé parce qu'elle emprunte à 0% à la Banque Centrale Européenne. Et c'est pourquoi votre ami, monsieur le ministre Moscovici, n'a pas donné de licence bancaire à la banque d'investissement qu'ils viennent de créer. Parce que sinon, on pouvait emprunter autant qu'on voulait. Et à 1%, il ne l'a pas fait. Alors la France plaide pour un nouvel ordre mondial. Alors ce monde nouveau, nous devons l'aider à naître. Car le monde ancien n'en finit plus de mourir et le nouveau a du mal à naître. C'est à la France de l'aider à naître. Avec la crise financière, avec la crise des dettes souveraines, la fuite en avant dans la dette n'est plus possible. Il nous faut construire un monde nouveau. Le message de la France est simple. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Je veux aussi, à ce moment où l'histoire a une dimension si tragique, dire que notre sort est lié plus que jamais à celui de tous les autres. Je veux vous dire, avec toutes les fibres patriotiques qui sont les miennes, que la souveraineté de chaque pays ne peut s'exercer qu'avec la souveraineté des autres, que ceux qui vous expliquent qu'on peut exercer seul sa souveraineté vous mentent. Ils n'ont rien compris au monde d'aujourd'hui. En pensant à l'étrangeté de cette journée, je veux vous dire une chose. Aidez-moi. 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 Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi à construire l'Europe forte. Françaises, Français, j'ai besoin de vous. Vive l'Alsace, vive la France, vive la République.
1700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption que par une étrange aberration, la Chambre tout entière. Comme toujours, à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et unie. How should the banking system work? In an infamous interview, Mr. McGeer asked Mr. Towers, "Can you tell me why a government with power to create money should give that power away to a private monopoly and then borrow that which Parliament can create itself back at interest to the point of national bankruptcy?" Mr. Towers replied, "If Parliament wants to change the form of operating the banking system, then certainly that is within the powers of Parliament. In other words, if the Canadian government needs money, they can borrow it directly from the Bank of Canada. The people would then pay fair taxes to repay the Bank of Canada. This tax money would in turn get injected back into our economic infrastructure and the debt would be wiped out. Canadians would again prosper with real money as the foundation of our economic structure and not debt money. Regarding the debt money owed to the private banks, such as the Royal Bank, we would simply have the Bank of Canada print the money owing, hand it over to the private banks, and then clear the debt with the Bank of Canada. And yes, we have the power and lawful right to do so. In conclusion, it has become painfully obvious, even for me, a 12-year-old Canadian, that we are being defrauded and robbed by the banking system and a complicit government. What will we do to stop this crime? What will we do to ensure that the next generation will live free and clear of the debt-based economy that enslaves them to the banks? Margaret Mead said the following, and I hope that all of you remember this. "Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." Thank you. Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9/11. Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi? Si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qu'il nous dise pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Depuis plusieurs mois, puis même on pourrait dire depuis 2 ans, là, on n'a pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays étant banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du premier ministre et en bloquent de tout le gouvernement.
La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises là, pendant les 15 prochaines années, un taux d'intérêt de 5%. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93% des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Là, je parle de prison, là. Oui, on n'est pas tous des mauviettes. Il y a des gens qui se tiennent, il y a des gens avec des colonnes vertébrales sur la terre, là. On n'en parle pas des médias, bien sûr, mais ça existe. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rats qui quittent le navire, là. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuelle, qui est une copie, dans le fond, de la Constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On est les 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement. Nationalisation de la banque. Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales. Emprisonnement des responsables de la crise. Réécriture de la Constitution par les citoyens. Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non. Il y a ben trop de monde qui regarde. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde. Les sources, c'est la liste Parti de gauche 84 par Forum civique européen. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour, celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats,
Ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est pour eux qu'ils ont promis toutes ces choses, pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient, ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Vas-y, vas-y. Gros con. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen, ces féministes qui manifestent seins nus, qui avaient prévu de faire une action assez drôle, d'arriver en nonne avec des slogans humoristiques, et elles ont vivement été attaquées par des sauvages, hein, honnêtement, des gens qui ont totalement perdu la tête en voyant ces féministes, qui leur ont foncé dessus, donné des coups dans le dos, dans les jambes, dans la tête, partout, et ils se sont aussi attaqués aux journalistes, dont moi, parce que je filmais, sans me reconnaître au début. Puis comme ils m'ont mis à terre et qu'ils m'ont tabassé, roué de coups, ensuite mon bonnet est tombé, donc ils m'ont reconnu, et là j'ai pris une deuxième raclée 2-3 fois, voilà, tête contre le trottoir, des coups dans les côtes, dans le genou, dans le poignet, et des gens qui vous courent après pour vous lyncher, parce que ce sont des brutes. Peut-être que le plus violent, enfin en tout cas c'est l'avis de toutes les filles qui sont fait tabasser, c'est que des gens très propres sur eux, qui se rendaient à cette manifestation en famille, se sont joints aux lyncheurs avec des... Bonjour, je m'appelle Laurent Radovac et je suis français. Je fais cette vidéo afin de dénoncer un crime. En France, torturer un être humain, c'est légal. Prendre un type pour un cheval, c'est légal. Rire de la souffrance d'une personne, c'est légal. Trafiquer des examens, c'est légal. Refuser des soins à une personne, c'est légal. Laisser pourrir l'état d'une personne, c'est légal. Sélectionner les gens qui méritent de vrais soins en fonction du monde d'où l'on vient, c'est légal. Obliger une personne à mettre en vente ses organes, c'est légal. Je vous demande aujourd'hui de faire simplement suivre cette vidéo. J'espère ainsi que quelqu'un prendra alors la décision de m'aider en France ou à l'étranger. Beaucoup de personnes ne vont pas apprécier cette vidéo et les sites internet que j'ai faits. Mais voilà, on ne me laisse plus le choix. Il y a de bonnes personnes en France, des personnes qui ont essayé de m'aider. Chaque fois, ces personnes se seront trouvées bloquées par d'autres. Si vous pensez pouvoir avoir une confiance aveugle dans la médecine, la justice et la politique française, eh bien vous avez tort. Les personnes que je nomme dans cette vidéo peuvent me poursuivre, je leur dis faites-le.
Il n'y a pour moi aucune diffamation. Je peux me mettre en face de chacun d'entre eux sans avoir honte de moi. Maintenant, que va faire la direction des HCL en voyant cette vidéo et ces sites internet? Vont-ils me poursuivre ou faire ce qu'ils étaient censés faire? Bureau du procureur. Les HCL, c'est l'État. J'aurai des droits une fois décédé. Préfet, Conseil d'État. Zidane vaut des millions, il a le droit aux soins. Les assassins et vendeurs de drogue ont droit aux soins, c'est la loi. Pour moi, on me répond que c'est différent. Docteur Chapurla. En France, tout le monde n'a pas droit aux soins, secret médical, secret professionnel. Docteur Rougier, médecin lors de l'expertise, fils de médecin, c'est différent. Professeur Vallée, Zidane, c'est un autre monde. Pour connaître mon histoire, il suffit d'aller sur rechercheverite2.com. Mon histoire est racontée en schéma, clichés et compte rendu. La suite se trouve ensuite sur rechercheverite1.com. La quasi-totalité des courriers envoyés ainsi que les documents se trouvent sur rechercheverite5.com. Je dédicace aujourd'hui cette vidéo au Dr Chapurla, au Dr Vallée ainsi qu'à la direction des HCL. Je demande à la Suisse de dire la vérité sur ces images qui font paniquer les médecins français. Si la France me refuse le droit aux soins, je considère avoir le droit à la vérité sur mon état. Voici un résumé de mon histoire. En 2001, je me plaignais du genou et du dos, mais personne n'a pris la peine de corriger un simple défaut. Le détail se trouve sur rechercheverite2.com. J'ai eu le malheur de prouver au docteur Bernard Brunet qu'il y avait bien un problème. Le docteur Brunet s'est alors mis à m'injecter des infiltrations dans le dos, 3 en 6 mois. Il me disait qu'il en mettait un peu plus pour que ça passe plus vite. Le docteur Brunet n'a aucune compétence pour faire ce type d'injection. Le docteur Brunet m'a simplement pris pour un cheval. Le docteur Brunet m'avait ensuite dit qu'il y avait des lésions ligamentaires. Il m'a dit qu'on retendait pour les accidentés de la route. Le docteur Brunet a ensuite refusé de me diriger vers un chirurgien. Je ne devais sûrement pas être assez bien pour mériter autre chose que des injections et des cachets. Un ivrogne qui tue des gens sur la route, lui, va mériter de vrais soins, mais pas moi. J'ai trouvé un médecin qui avait essayé de m'aider. Le problème était que les images faisaient paniquer les médecins. Voir déroulement sur rechercheverite2.com. J'ai vu le médecin du travail, le professeur Bergeret. Il m'a examiné en regardant mon dossier. Il m'a dit que pour moi, le sport comme le travail, c'était fini pour moi. Il m'a dit que personne n'accepterait de m'opérer. Il m'a dit que l'on faisait des greffes de bras et des changements de sexe pour l'esthétisme. J'ai été dirigé vers les massues, où le docteur Bonjean avait décidé de montrer mon dossier au docteur Tébib. Le docteur Tébib m'a simplement fait un devis, alors que mon médecin traitant avait demandé à ce que je sois vu. Le docteur Bonjean m'a simplement remis le devis du docteur Tébib en me disant avoir fait son travail. J'ai eu 3 lettres où j'ai été dirigé au massu, je n'ai pourtant jamais pu y mettre les pieds. Après avoir été dirigé sur Neuro, je pensais qu'on allait m'aider. Durant 10 mois, on s'est contenté de me faire des schémas pour voir comment mon état de santé évoluait. Le docteur Mifsud s'est mis à rire alors que je l'avais supplié pour qu'il me fasse une simple radio. Le docteur Mifsud, lui, me réclamait une IRM identique à celle de 2001 et refusait de le prescrire. J'étais bloqué à Neuro. À chaque fois qu'on me demandait si le docteur Brunet était celui des HCL, personne ne faisait plus rien. Un médecin des urgences de Neuro m'avait dit que si j'amenais la preuve, il ferait alors ce qu'il faut. Un autre médecin des urgences de Neuro m'avait dit d'aller ailleurs car je les dérangeais. J'ai alors pris la décision d'aller ailleurs afin d'être soigné comme un accidenté. J'ai obtenu des examens prouvant qu'il y avait un problème sans arriver à obtenir une IRM comme celle qu'on me réclamait. N'arrivant pas à obtenir une IRM identique à celle de 2001, j'ai décidé d'aller passer une IRM en Suisse. Le médecin suisse avait les examens version accidentée. Après l'IRM, le médecin suisse m'avait dit qu'il fallait absolument que les médecins français l'appellent afin qu'ils leur transmettent le CD de l'IRM. J'ai déposé l'IRM suisse au bureau du docteur Mifsud en pensant qu'il allait m'aider, mais rien. Sa secrétaire m'avait demandé de récupérer l'IRM en me disant que le docteur Mifsud voulait une IRM avec le même angle que celle faite en 2001. J'ai essayé d'avoir une IRM, mais ce n'était toujours pas bon. J'ai donc décidé de montrer à nouveau l'IRM suisse. Le médecin, rhumatologue, avait regardé l'IRM suisse et m'avait dit alors que je tenais encore sur des morceaux. Voir détail rechercheverite2.com. J'ai encore décidé de montrer l'IRM suisse et celle de 2001. Le médecin, neurochirurgien, m'avait alors dit que cela faisait partie du domaine de la recherche.
Il avait décidé de me diriger vers le docteur Mike. Le docteur Mike avait donc 2 lettres de médecin qui me dirigeaient vers lui. Lorsque j'ai vu le docteur Mike, je lui ai tendu les clichés, originaux français et suisses. Il m'a dit qu'il ne savait pas lire une IRM, qu'il n'a même pas pris la peine de regarder les clichés. Il m'a dit qu'ils étaient meilleurs que les Suisses. Au final, le docteur Mike a appelé un des médecins qui m'avait dirigé vers lui et lui a dit de se démerder avec moi. Une semaine après, le docteur Mike savait lire une IRM mais n'a rien fait. Le médecin à qui le docteur Mike avait dit de se démerder avec moi m'avait conseillé d'aller sur Paris. Par détail, rechercheverite2.com. Sur Paris, j'ai passé plusieurs IRM sans arriver à obtenir la même que celle de 2001. J'ai finalement à nouveau montré l'IRM passée en Suisse en demandant à être dirigé vers la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pitié-Salpêtrière. J'avais laissé la planche suisse et le courrier à l'accueil des urgences. Un médecin m'a dit que personne ne fera rien tant que je serai debout. Un autre médecin m'a dit que c'était rare de voir une IRM comme celle-là. On m'a alors dirigé vers Sainte-Anne en me disant qu'il ferait les examens nécessaires pour me rediriger ensuite. Lors de l'IRM, j'ai donné plusieurs planches et schémas afin de les aider. Au final, on m'a fait une IRM qui ne servait à rien. Voir détail, rechercheverite2.com. J'ai passé 1 mois et demi sur Paris afin de faire 10 séances de kiné, étant donné qu'aucun kiné n'osait me toucher sur Lyon. J'espérais être enfin soigné sur Paris, mais rien. La secrétaire d'un médecin sur Paris m'avait même dit que si c'était une merde de Lyon, c'était chacun sa merde. Je suis finalement revenu sur Lyon, étant donné que je n'arrivais à rien sur Paris. À nouveau sur Lyon, je vois la commission de conciliation des HCL qui met plus de 3 mois pour répondre et qui me renvoie encore là où je faisais des schémas et où un médecin, Dr Mifsud, s'était mis à rire. J'avais demandé l'avis d'un avocat, Maître Séon, afin d'avoir simplement la garantie que les choses soient faites correctement. Je ne demandais rien de plus que de vrais soins. Entre-temps, la direction de Neuro avait répondu à mon courrier. On me demandait de prendre un rendez-vous avec un chirurgien. On m'avait finalement refusé un rendez-vous. On m'a alors conseillé de voir un rhumatologue sur les HCL. J'ai fini par voir le docteur Chapurla. Lors du rendez-vous, le docteur Chapurla a regardé les planches médicales. Il s'était mis à paniquer en regardant la planche suisse. Le docteur Chapurla m'a dit que le trou était dû au fait que je faisais beaucoup de sport. Il n'a même pas osé me toucher. Il m'a dit qu'il ne ferait rien. Il m'a dit que tout le monde n'avait pas droit aux soins en France. Il m'a dit secret médical, secret professionnel, qu'il ne voulait rien faire. Voir détail, rechercheverite5.com. Après ce rendez-vous, une personne des HCL m'avait dit de demander une expertise médicale. Le problème était que j'étais tombé sur un avocat qui ne faisait que me mentir, Maître Séon. Voir rechercheverite5.com. J'ai écrit à M. Chirac en pensant trouver de l'aide. On me souhaite bonne chance dans ma maladie. Voir courrier, rechercheverite5.com. J'ai écrit au procureur sur le conseil de 2 policiers. Une personne du bureau du procureur m'a dit « Les HCL, c'est l'État. J'aurai des droits une fois décédé. » Le bureau du préfet, en 2004, on me dit « Zidane a droit aux soins, il vaut des millions. Les assassins vendeurs de drogue ont droit aux soins, c'est la loi. Moi, c'est différent. » J'ai écrit à Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Je n'ai eu aucune réponse à mon courrier. Sarkozy était trop occupé à sauver le scooter de son fils. Sarkozy était aussi trop occupé à endormir les Français avec son Karcher imaginaire. Après des mois où l'avocat Maître Séon se foutait de moi, j'ai demandé l'aide de mon assurance, la Matmut. La Matmut m'avait demandé de vérifier si l'avocat, Maître Séon, avait fait ou pas les référés. Je me suis finalement rendu compte que Maître Séon se foutait de moi. J'ai donc envoyé mon dossier complet à mon assurance qui m'ont dirigé vers le docteur Saüc. Le médecin devait m'examiner, il ne l'a pas fait. Le médecin a menti en prétendant que les images étaient normales. Le médecin écrit que compte tenu de ma souffrance, il n'a pas réalisé d'examen clinique. Examen qui aurait pu me faire souffrir inutilement. Le médecin parle de sa soi-disant déontologie médicale. Le médecin avait tout mon dossier, avec tous les clichés sur CD et plusieurs clichés sur papier, photo, afin de lui indiquer exactement les clichés utiles pour m'aider. Lorsqu'un médecin voit ces images, IRM suisse,
La déontologie médicale voudrait que le médecin porte assistance aux malades. Docteur Sahuc, ça vous fait quoi de voir toutes les souffrances que j'ai endurées après avoir refusé de m'aider? Je ne demandais pourtant qu'à être opéré. Grâce à votre rapport de merde, la Matmut m'a laissé tomber en arrêtant tous mes contrats. Grâce à la Matmut, j'ai eu droit à l'aggravation de mon état et plusieurs années de souffrance supplémentaires. Après plusieurs courriers au bâtonnier, mon avocat, Maître Séon, a finalement déposé une demande d'expertise. Le docteur Brunet s'est alors caché derrière le fait qu'il travaillait sous l'égide des HCL, fonctionnaire. Le docteur Brunet avait même demandé que je lui verse 2000 € pour avoir osé demander cette expertise. Pourquoi était-il contre une expertise? Le docteur Brunet avait détruit ma vie et c'est moi qui aurais dû lui verser 2000 €. Voir rechercheverit5.com. J'ai écrit au Premier ministre, M. Dominique de Villepin, qui a transmis mon dossier auprès du ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand. Le dossier est allé jusqu'au Conseil d'État. Voir détail rechercheverit5.com. J'ai réussi à faire que le menteur, Maître Séon, dépose une demande d'expertise. Une personne des HCL m'avait dit de demander une expertise médicale. Finalement, les HCL étaient contre une expertise et se défendent en disant que le tribunal administratif était incompétent. Le tribunal administratif avait finalement pris la décision de me nommer un expert, Dr Aïchoun, afin de m'examiner en prenant l'ensemble de mon dossier pour pouvoir connaître mon état actuel et quels examens et interventions devaient être faits. Le problème, c'est que le tribunal administratif avait demandé un avis à un expert, Dr Aïchoun, qui a délibérément menti sur mon état de santé. Cet expert est allé jusqu'à faire disparaître l'existence de l'IRM que j'avais passé en Suisse. Voir blog rechercheverit2.com et rechercheverit5.com. Je n'ai pas pu trouver de photo du docteur Aïchoun afin de la mettre sur la vidéo. Je mets alors une photo qui se rapproche le plus de lui. Oui, la justice m'a envoyé vers une chèvre de la campagne qui avait sûrement eu son diplôme grâce à un Kinder Surprise. J'ai à nouveau écrit à Sarkozy devenu président afin qu'il accepte de m'accorder 5 minutes. Je voulais comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me faire soigner en France. Je voulais surtout comprendre comment un tel dossier pouvait exister. J'ai finalement eu une réponse du petit Sarkozy. On m'a écrit qu'il ne pouvait pas m'accorder 5 minutes du fait qu'il était trop occupé. Une personne torturée en France, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, comme président, il s'en fout. Monsieur Sarkozy avait pourtant du temps pour ses amis les riches, les vedettes de la télé. Il avait aussi du temps pour sauver le scooter de merde de son fils. La justice, tribunal administratif, m'a refusé une contre-expertise sur les clichés. La justice, tribunal administratif, couvrait le boulot de merde de l'expert qu'elle avait nommé. Les HCL étaient contre une expertise sur ces images et se contentaient de dire « c'est compliqué ». Les HCL ne proposaient rien. Ils me refusaient le droit aux soins comme le droit à une expertise sur les clichés. Je me suis donc retrouvé bloqué, mon état s'aggravait et personne ne faisait rien. Aucun avocat ne voulait m'aider, la justice comme les HCL m'ont alors forcé à devenir un criminel. J'espérais ainsi faire respecter mon droit aux soins en tant que criminel. J'avais donc pris la décision de mettre le feu à un buisson en face du tribunal administratif. Voir rechercheverit1.com pour les détails. J'avais également envoyé plusieurs courriers afin d'expliquer mon geste. Voir rechercheverit5.com pour les courriers. Les policiers m'ont envoyé aux urgences des HCL. Le médecin n'avait même pas regardé le dossier ou les clichés. Il m'a envoyé chez les fous. En tirant le rideau, une personne a dit « ça lui apprendra ». Au Vinatier, j'ai été examiné, mais personne n'osait rien faire. Voir détail, rechercheverit1.com. Au Vinatier, on m'a demandé de reprendre les choses comme une personne normale. J'ai donc été dirigé par mon médecin traitant vers le professeur Guillotat, neurochirurgien à neuro. À la seule vue de la planche suisse, il m'a dit de repartir en Suisse. Il m'a dit qu'il ne ferait rien. Mon médecin traitant m'a alors prescrit une IRM identique à celle de 2001. Je suis allé voir le même médecin, Dr Vienne. Le Dr Vienne avait pris la décision de trafiquer l'IRM en faisant une IRM où des images étaient manquantes. Les 2 images manquantes m'auraient pourtant permis d'être dirigé directement vers un chirurgien. Le Dr Vienne avait aussi fait des images identiques à celles des Suisses en faisant en sorte qu'elles soient inutilisables.
Le docteur Vienne a écrit à mon médecin traitant en lui disant qu'il fallait arrêter toutes les imageries. Il va même essayer de me mettre sous tutelle. Voir rechercheverit1.com. Mon médecin traitant m'avait dirigé pour faire un EMG avec le docteur Vial. Encore une fois, tout est normal. On prétend que le moyen fessier avait été fait alors que c'est faux. Mais qui avait alors trafiqué l'examen? Voir le déroulement sur rechercheverit1.com. Le docteur Vial est allé jusqu'à cacher une personne derrière une porte afin d'avoir un témoin. Voir rechercheverit1.com. J'ai eu encore une conciliation. En voyant cette image d'IRM, le professeur Vallée a tout de suite réagi. Le professeur Vallée m'a dit « Zidane, c'est un autre monde ». Le professeur Vallée avait finalement fait un rapport de merde où il se couvrait derrière l'expertise de merde faite par le docteur Aïchoun. Voir détail, rechercheverit1.com. Ne sachant plus quoi faire, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui accepte de m'aider. J'ai enfin pu trouver quelqu'un. Le problème, c'est que je n'arrivais toujours pas à obtenir le même angle que l'IRM de 2001. Cette fois-ci, les IRM montrent beaucoup de problèmes. Comment ont-ils alors pu prétendre que tout est normal à l'EMG? Ils ont finalement décidé de m'hospitaliser dans le service de rhumatologie de Grange-Blanche, où j'ai revu le docteur Chapurla. Lors de cette hospitalisation, le docteur Chapurla s'est à nouveau débarrassé de moi, comme en 2004. J'ai donc écrit au docteur Chapurla, comme à la direction des HCL. J'ai appelé le secrétariat du docteur Chapurla, sans avoir pu avoir la moindre réponse. Voir rechercheverit5.com. Le docteur Chapurla, comme la direction des HCL, se foutait encore de moi. Après plusieurs mois d'attente, j'ai finalement décidé de mettre en vente mes organes aux enchères. J'ai prévenu la presse française et les politiques, M. Hollande. Je n'ai eu aucune réponse, ni de la presse, ni de M. Hollande. En France, une personne qui met ses organes en vente, la justice s'en fout et la presse se tait. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo en espérant que quelqu'un acceptera de m'aider en France ou à l'étranger, et cela même si je ne suis pas du bon monde. Rechercheverit6.com. Ce dossier montrera que la France a de nouvelles valeurs, que ce soit dans la médecine, la justice ou dans la politique. Ces valeurs sont le pognon, le piston, les pauvres cons. Les HCL ont détruit ma vie, ont laissé pourrir mon état de santé. Aujourd'hui, les HCL me disent que je n'avais qu'à aller ailleurs. Alors qui veut m'aider aujourd'hui? À la vue de cette image, le professeur Vallée a réagi. À la vue de cette image, le professeur Vallée dit qu'il ne voit rien. Le docteur Vienne trafique l'examen. Les deux dernières images sont manquantes. Les images comme celles des Suisses deviennent toutes noires. Le docteur Vienne essaie de me mettre sous tutelle en écrivant qu'il faut arrêter toutes les imageries. Je m'adresse aux médecins suisses. Les médecins français paniquent en voyant cette image. Dites-moi alors ce qu'il y a sur cette image. Voici un résumé de mon histoire. En 2001, je me plaignais du genou et du dos, mais personne n'a pris la peine de corriger un simple défaut. Le détail se trouve sur rechercheverit2.com. J'ai ressenti un claque, on m'a dit que c'était dans ma tête. Je ressens un claque au point A. La douleur s'est répercutée au centre. Ça tire. J'ai éprouvé qu'il y avait un problème au centre. On me fait des infiltrations au centre. On me trouve un trou au point B. La suite se trouve sur rechercheverit2.com. Maintenant, y a-t-il une lésion musculaire au point B? Y a-t-il des ligaments sectionnés au point C? Y a-t-il un problème au point B? Y a-t-il des ligaments sectionnés au point F? Y a-t-il une lésion tendineuse au point D? Y a-t-il une lésion tendineuse au point D? Ci-dessous les clichés de mon état de santé. Ça se dégonfle. Alors, qui veut m'aider aujourd'hui? J'ai qu'une chose à te dire, va te faire enculer.
Voilà.